donc tout ce qui est réglementation dans le domaine de l'habitat bioclimatique. Donc nous allons avoir le professeur Lorenzo Pagliano, qui est le coordonnateur du projet ABC 21, qui va nous faire une présentation de 20 minutes en français. Et ensuite, nous aurons des échanges avec nos collègues du programme ABC 21. Donc, rapidement, donc Lorenzo est professeur de physique du bâtiment. Il enseigne à l'école d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie de la construction à Politecnico di Milano. Il est coordinateur du projet ABC 21 H2020 avec sa collègue Sylvia Herba. Il est également directeur du centre de recherche EERG, End Use Efficiency Research Group, et il est également vice-directeur du master RIDEF sur l'efficacité énergétique, énergie renouvelable, économie et politique de l'énergie. Enfin, il est membre du conseil de direction du Conseil européen pour une économie efficace en énergie. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit. Lorenzo, the floor is yours. Donc je te laisse la parole pour une présentation d'une vingtaine de minutes. OK, merci. La première chose est contrôler si on voit ma présentation, les slides. François, tu peux me confirmer si... C'est parfait. C'est parfait, on les voit. OK. Voilà. Alors, on part d'une chose générale. L'objectif climatique, c'est faire substituer le fossile avec les renouvelables. Depuis une dizaine d'années, il y a une forte croissance technologique et industrielle des renouvelables, mais leur niveau de contribution percentuelle est repoussé en bas pour de nouvelles augmentations de la demande d'énergie. Et on le voit, par exemple, dans ce graphique. Les renouvelables croient, mais la demande croît encore plus rapidement et fortement. Donc, en partie, ça est dû pour des usages de base encore non satisfaits dans le Global South, et en partie des nouveaux usages excessifs par les classes aisées au nord et au sud du monde. Donc la demande, le contrôle de la demande est primordial pour arriver à avoir la décarbonisation. On a quelques données ici, je donne un lien. Thème de discussion pour aujourd'hui, dans ce cadre, donc on a la nécessité d'un langage technique commun sur l'énergie, le confort et la résilience aux événements extrêmes, pour arriver à définir clairement les politiques, les codes de construction et rendre possible le transfert des expériences positives. Il y a une nécessité, comme je viens de montrer, de mettre l'accent sur les politiques de réduction de la demande, donc priorité à l'enveloppe, afin d'éviter de poser un défi irréalisable au réseau énergétique et à la décarbonisation de l'approvisionnement. Et donc, comment permettre cette transition dans le secteur du bâtiment, qui doit être fait très vite aussi, avec des incitations qui sont stables dans le temps et avec un impact faible ou nul sur la dette publique. Et on a le cas du certificat d'efficacité énergétique comme exemple de comment faire ça. Comment assurer la satisfaction des besoins énergétiques de base pour tous à des prix bas, en même temps rendant coûteux l'usage excessif de l'énergie. Et on a un exemple sur ça aussi. Et enfin, on voudrait discuter comment certifier les performances structurelles et thermiques des matériaux bio et géosourcés afin de leur permettre de pénétrer dans la pratique de la construction. Si on regarde la base de données de la International Energy Agency sur les codes, les building codes, les codes de construction, on voit que la situation est très différente dans le monde. Il y a des lieux où il y a des choses obligatoires et il y a des parties où il y a des codes volontaires ou pas du tout. Et on voit l'Afrique manque en général
réglementation, l'Europe apparemment est bien dotée de ça. On va discuter ça. Le database inclut différents. Donc l'Europe, tout va bien. En fait, peut-être pas tout va vraiment bien. Peut-être c'est seulement apparent cette meilleure situation de l'Europe. On a un cadre continental, on a la directive bâtiment, des codes de construction dans tous les États membres, mais c'est un peu un tour de Babel des langues techniques, des différentes langues techniques et d'indicateurs de performance qui ne sont pas explicitement définis et harmonisés avec les objectifs politiques déclarés. Et dans le débat actuel dans le Parlement européen, en fait, ce problème-là de comparabilité est un des entraves plus forts. En fait, A n'est pas égal à A dans la certification énergétique dans les différents pays. Et donc, difficile de comparer, difficile de fixer des seuils partagés par tout le monde. Mais il y a une langue disponible si on veut l'utiliser. Il y a la langue internationale de le standard 52000. C'est un ensemble de termes communs et de définitions. C'est disponible en ligne. Il y a un exemple ici, définition de le terme besoin d'énergie pour le chauffage et le refroidissement. En anglais, en français, c'est disponible, c'est facile à attendre et c'est probablement une des grandes parties du problème, comme disait Wittgenstein, peut-être certains problèmes ne sont pas des problèmes de tout, sont juste des questions de logique de langage. Donc, par exemple, si on se concentre sur l'enveloppe et sur réduire la demande, on doit utiliser ce concept et ce terme de besoin d'énergie pour le refroidissement, que c'est la chaleur extraire d'un espace climatisé, les conditions de température voulues dans cet espace pendant une certaine durée. Et là, c'est défini par la physique. Il n'y a pas d'ambiguïté, il est très clair, c'est les apports gratuits de chaleur et dans ce cas, les apports qu'on voudrait éviter, internes et solaires, l'été, on voudrait avoir moins d'énergie qui rentre dans l'espace à contrôler. Il y a des possibilités d'évacuer cette chaleur par transmission, par exemple vers le sol, et par ventilation. La différence entre les apports et les pertes est ce qui reste à extraire et donc c'est le besoin d'énergie pour le refroidissement. C'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Au contraire, quand on passe à parler d'énergie primaire, de bilan zéro sur l'énergie primaire, on introduit une grande quantité d'ambiguïté, de différentes possibilités pour chaque État membre de choisir ces facteurs de... donc, si on reste sur la physique, on a des définitions très claires et on peut définir et calculer le besoin d'énergie pour le refroidissement et pour le chauffage, qui est défini d'une façon similaire. Quelles sont les étapes si on utilise cet indicateur comme fondamental et comme il est proposé dans la norme 52 000, la première chose à faire, c'est réduire le besoin d'énergie pour le chauffage et le refroidissement par une enveloppe très bien soignée. Et, par exemple, à Milano, on peut réduire le besoin d'énergie à partir de 150, le réduire à 15, donc faire une économie de 90% sur le besoin d'énergie, soit sur le neuf, soit avec des rénovations profondes. On a tas d'exemples de ça. Et c'est l'étape où nous pouvons gagner le plus. Donc, c'est la grande étape à faire. Après, on va réduire l'énergie primaire totale
compte tenu des sources non renouvelables et renouvelables, et on va promouvoir le pourcentage de renouvelables dans ce mix. Il y a cette concept dans l'Europe et l'Occident en général de bilan énergétique zéro sur un an, qu'on peut calculer comme l'énergie renouvelable exportée vers le réseau, moins l'énergie primaire importée du réseau vers le bâtiment. Et on peut, sur une année, avoir un bilan zéro. Mais, mois par mois, le bilan n'est pas zéro du tout. Et il y a des mois où on produit plus que la demande et vice-versa. Donc, même si le bilan sur l'année est zéro, on brûle du gaz et on émet du CO2. Et en plus, on a dans ce bilan sur papier, implicitement, on accepte que le stockage n'a pas de perte. On stocke sans l'été et on reprend sans l'hiver, sans perte. Et bien sûr, ça, c'est pas vrai. Le stockage intersaisonnier est coûteux en matériel, en énergie incorporée et en perte de stockage. Pour éliminer ce problème, par exemple en Italie, le bilan énergétique est calculé sur base mensuelle et non annuelle. Certains labels comme le Passivage adoptent des facteurs d'énergie primaire qui incluent les pertes au lieu de les négliger. Et la solution plus robuste, c'est de réduire fortement le besoin d'énergie. En ce cas, le déséquilibre sera beaucoup plus réduit et les infrastructures de stockage et de transmission nécessaires seront beaucoup plus petites. Donc, encore, pour ce problème-là, réduire la demande, c'est fondamental. Et on a des exemples, et des exemples plus clairs en Afrique qu'en Europe. La réglementation thermique au Morocco, par exemple, est basée sur la réduction de besoins d'énergie pour le chauffage et le refroidissement. Et on a des exemples en Europe, disons pas dans l'Union européenne, en Suisse, la réglementation est basée sur le besoin d'énergie pour le chauffage. Donc on peut faire ça, on peut choisir un indicateur très clair, sans ambiguïté, basé sur la physique. Il y a bien sûr en Afrique des building codes qui regardent, qui considèrent l'enveloppe comme la partie primaire sur laquelle intervenir en priorité. En Rwanda, en Sud-Afrique, et les collègues qui vont intervenir après pourront donner plus de détails sur ce qui est prévu là. Pour le confort d'été, on a aussi un langage commun qui est dans les nouveaux standards européennes et américaines qui vient d'être adopté dans les dernières années. Et là, on a le confort, le modèle de confort adaptatif et la méthode pour calculer l'effet positif de la vitesse de l'air sur le confort d'été, très bien représenté, explicitement représenté avec des calculs à faire. On a un exemple d'une réglementation thermique qui prend cette idée, et c'est la réglementation thermique française, et aussi, et François pourra donner la réglementation à La Réunion, qui est encore plus particulier et plus fort dans cette direction-là. Donc, en France, le climat futur doit être simulé en considérant la vague de chaleur de l'été 2003. Donc, le climat futur est représenté par un événement de passé extrême. Et on utilise le modèle de confort adaptatif. Par exemple, on dit, OK, l'été, la seuil de température à considérer varie entre 26 et 28 parce que on promue dans la même réglementation les protections solaires extérieures, la ventilation nocturne et les brasseurs d'air et les échangeurs de chaleur terre-air qui peuvent
améliorer le confort à faible consommation d'énergie dans cette vision plus large qui a été introduite. Sur la question des matériaux, il y a l'exemple du Sénégal, par exemple, où il y a une série de normes pour favoriser la production et l'utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés avec différentes techniques. Et là, il y a encore probablement là et partout et en Europe des pas à faire pour améliorer la certification de ces matériaux pour donner confiance disons, au marché, le secteur pour faciliter l'utilisation de ces matériaux. Pour terminer avec les incitations financières, qui sont une des points de la discussion maintenant en Europe aussi, on a des manières de faire des incitations économiques à les bâtiments passifs bioclimatiques sans peser sur le déficit de l'État, parce qu'on peut utiliser une partie du prix de l'énergie, qui donc n'est pas une taxation, et utiliser cette petite partie du prix de l'énergie pour financer l'efficacité énergétique. Ça, on le fait déjà en France et en Italie. En fait, on est parti avant en Italie, mais la France est en train de le faire peut-être un peu mieux. Donc, en France, l'État impose à chaque fournisseur d'énergie l'obligation de faire une certaine quantité d'économie d'énergie après des consommateurs. En échange, le sujet obligé reçoit des certificats et est compensé par les coûts qu'il a soutenus pour obtenir ces épargnes d'énergie. En Italie, même chose. Un petit pourcentage du prix de l'énergie en prélèvement ciblé est utilisé pour financer l'efficacité énergétique. En plus, il y a le fait que ces certificats peuvent être échangés sur un marché, mais cela a entraîné de fortes fluctuations de prix. Donc, le mécanisme est un peu emballé par cette partie marché de mécanisme. Les leçons apprises, une entité publique à qui on donne un objectif unique d'économiser l'énergie peut être l'administrateur de ces fonds qui sont levés sur les tarifs et le paiement de ces certificats doit être probablement régulé par un régulateur plutôt qu'être le résultat d'un marché afin d'éviter les fluctuations dangereuses. La chose très importante dans ce mécanisme, c'est le fait qu'il y a une planification sur 3, 4, 5 ans. Pour l'Italie, c'est 5 ans. Donc, on a la possibilité pour l'industrie du bâtiment de faire de la planification, de former des personnels, parce qu'on sait que par 5 ans, par bloc de 5 ans, on sait qu'est-ce qui va se passer et combien l'énergie épargnée va être valorisée. Et une grande partie de ce système en France va améliorer les enveloppes, l'isolation du bâtiment, les fenêtres et tout ça. Je conclue avec un autre exemple. En même temps, on a eu dans cette période de crise d'énergie, au moins en Europe, mais j'imagine, cette hausse de prix et la souffrance des classes moins aisées à soutenir ce prix. C'est possible de donner, de satisfaire les besoins énergétiques de base pour tous à bas prix, et rendre coûteux l'usage excessif de l'énergie, donc promouvoir l'efficacité énergétique avec un système de régulation de prix où la partie publique, la partie qui est prélevée en taxation et pour payer les coûts du système,
il y a une partie des tarifs, du prix de l'énergie qui est régulée, même dans le marché libre dans lequel nous vivons en Europe. Et si la partie bleue, par exemple, qui est prélevée par le régulateur, si elle est prélevée d'une façon plus haute, donc là, on a un consommateur qui, sur l'axe horizontal, on a la consommation d'énergie, sur l'axe vertical, on a le prix de l'unité d'énergie. Et donc, plus je consomme, plus haut est le prix de la dernière unité que je consomme. Ça, c'est bien sûr une forte pression à réduire ma consommation et il garantit un prix bas pour les usages de base. On peut le faire de différentes façons. Il est fait dans certaines parties du monde, il est fait dans certaines parties du Global South et il a été proposé il y a très longtemps par un groupe de personnes, des chercheurs qui venaient des États-Unis, de l'Inde, de la Norvège et du Brésil. Donc, ce n'est pas une chose qui a été proposée seulement pour, je sais pas, le sophistiqué régulation du Nord, mais c'est une chose relativement facile à faire et probablement adaptée à différentes situations. Et moi, je dirais que je m'arrête là comme série de provocations du débat qui va suivre, j'espère. Merci Lorenzo, le timing est parfait. C'était 20 minutes précisément. Je vais peut-être donner la parole. Donc, il y a parmi l'assistance donc il y a une table ronde et bien évidemment vous êtes plusieurs, vous êtes nombreux à écouter ce webinaire, mais il y a Ilias Essabaï. Ilias, je suis désolé si j'écorche le nom. Il y a Ilias Essabaï, donc, qui est chef de service de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables au Maroc. Il travaille à la direction de la qualité des affaires techniques, qui est la direction chargée de l'encadrement technique du secteur de la construction au ministère. Et Ilias travaille plus spécifiquement sur le volet renforcement de la durabilité et de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment. Nous avons Ernest Dione, donc, du Sénégal, qui est consultant sur les projets d'efficacité énergétique et construction durable auprès de la direction de l'environnement et des établissements classés du ministère de l'Environnement et du développement durable et de la transition écologique au Sénégal. Et nous avons également Vincent Kitio, qui est chef de l'unité énergie urbaine à ONU Habitat, programme des Nations Unies pour les établissements humains, et qui est basé au Kenya. Voilà, messieurs, peut-être donner vos points de vue aussi sur la situation dans vos pays respectifs. Je commence peut-être par Vincent, du coup. Vincent, est-ce que tu as quelques mots à dire sur la réglementation au Kenya? Est-ce qu'il y a, par rapport à ce qu'a dit Lorenzo, est-ce qu'il y a tu peux témoigner de la situation au Kenya? Est-ce que vous avez un building code? Merci beaucoup, professeur François Garth, et merci beaucoup aussi au professeur Lorenzo pour cette présentation qui, en fait, essaye un peu de mettre le point sur la situation globale, sur les codes, la réglementation énergétique des bâtiments. Je dois dire que le principe est établi et donc celui de réduire la demande en énergie en essayant de construire des maisons qui permettent d'avoir un confort à un bas coût, aussi bien de la facture d'électricité et aussi la facture des ressources. En même temps, tenant en compte le fait que les pays tels que le Kenya, le Rwanda et les pays en voie de développement ont déjà un accès à l'énergie très limité. Et donc, du coup, quand on regarde les bâtiments modernes, pratiquement, ont été conçus avec l'idée
de se référer aux bâtiments, je vais dire classiques, qui ne prenaient pas en considération les principes climatiques. Et du coup, ces bâtiments sont en grande partie des énergivores, consomment beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour cela que de plus en plus, les pays africains sont intéressés à la réglementation qui leur permette de réduire donc, ce gaspillage énergétique dans les bâtiments. Je dois dire qu'au Kenya, le Kenya, depuis 3 ans, 4 ans d'ailleurs, est en train de réviser son code de bâtiment et ONU Habitat a participé avec l'équipe du gouvernement pour dédier un chapitre qui va justement permettre de réduire la demande en énergie dans les bâtiments. Et donc, l'approche qui a été retenue, c'est une approche prescriptive parce qu'en fait, nous sommes loin de pouvoir promouvoir l'approche performantielle. On commence par l'approche prescriptive en disant, écoutez, quand vous concevez vos bâtiments, essayez de vous assurer qu'il y a des dispositifs pour une ventilation naturelle. Essayez de mettre sur pied des éléments pour la protection solaire. L'enveloppe, essayez d'appliquer des principes qui vont vous permettre d'isoler, je veux dire, de minimiser le gain thermique des bâtiments. Essayez aussi de promouvoir, d'utiliser les couleurs, la couleur même, je veux dire, pour les murs, essayer d'avoir des couleurs qui vont refléter la chaleur au lieu d'absorber la chaleur. Donc, c'est cette approche prescriptive que les codes que nous avons travaillé avec les gouvernements africains, on a essayé de les intégrer en espérant que d'ici 2-3 ans, qu'on pourra aussi, quand la notion du code, la notion de l'efficacité énergétique commence à être adoptée par les bâtiments, on pourra commencer à mettre l'accent sur une approche performance, où on pourra commencer à parler de la performance énergétique du bâtiment, avec des données, avec un minimum, bien sûr, et aussi essayer de parler aussi du labelling des bâtiments. Mais cela n'exclut pas qu'il existe déjà sur le continent des domaines, par exemple, les Green Building Council essaient de promouvoir dans cette performance énergétique des bâtiments. Donc, ONU Habitat a travaillé avec le gouvernement du Kenya pour mettre sur pied, donc, pour réviser le code. Et d'ailleurs, ce code est déjà prêt et j'ai eu l'occasion de le regarder et c'est très bien. La question de l'efficacité énergétique et de l'efficacité des ressources est très bien présente. Mais avant le code du Kenya, je dois aussi dire qu'il y a aussi le code du Rwanda qui avait été aussi développé en son temps, je pense 2015, où l'idée était aussi celui de se baser beaucoup plus sur les prescriptions que sur les performances. Même si de temps en temps, il y a quelques éléments sur les performances, par exemple sur l'éclairage, quel genre de lumière doit être, d'ampoule doit être utilisée, de climatisation doit être utilisée. Mais comme c'est le premier pas vers une réduction drastique de la demande en énergie, justement pour permettre au secteur industriel donc, de pouvoir utiliser cette énergie pour la transformation alimentaire, pour ajouter la valeur sur les matériaux locaux, sur les matériaux primaires et créer donc de la richesse. Je dois aussi dire que nous avons aussi travaillé avec le gouvernement de l'Ouganda où ils ont aussi un code de bâtiment avec un chapitre sur l'efficacité énergétique.
Donc, du coup, nous avons par contre travaillé éventuellement avec le Nigeria et le Cameroun, où des codes d'efficacité énergétique sont en cours. Mais comme je l'ai dit, avec dans cette approche où on essaye de mettre beaucoup l'accent sur la promotion de l'architecture bioclimatique dans les stratégies de bioclimatique pour les zones tropicales et de telle sorte qu'une fois que tous ces éléments sont pris en compte, on pourra donc on pourra donc utiliser des outils pour mesurer donc euh, la, la performance même de ces bâtiments. Donc, je pense que pour le moment, c'est donc un premier pas, mais je dois dire que la transition énergétique est en cours. Les États aujourd'hui sont bien conscients du fait que une grande partie d'énergie utilisée dans les bâtiments sont des gaspillages et donc viennent vers nous comme agence onusienne à nous demander l'assistance technique dans ce sens. Et donc, ce projet ABC a été pratiquement, je dois dire, une aubaine, dans le sens que des outils ont été développés et ces outils seront utiles pour ce pays et surtout aussi pour les universités, parce que de plus en plus, il y a des thèses de master et de doctorat dans le domaine d'efficacité énergétique, et ce qui n'existait pas il y a juste 5 ans. Donc, on voit qu'il y a donc une demande, on voit que la question de lutte contre le changement climatique passe aussi à travers le bâtiment, passe aussi à travers l'utilisation des matériaux. D'ailleurs, même l'accent est mis sur l'utilisation des matériaux locaux, les matériaux qu'ils appellent parfois aussi 0 km matériaux, c'est-à-dire les matériaux qui ne viennent pas de très loin. Donc, je pense que il y a donc un très grand intérêt de ce côté par rapport à cette problématique de la réduction de carbone et aussi de la réduction de l'énergie, sans toutefois compromettre la performance de l'habitat. Merci. Merci beaucoup, Vincent. Je crois que c'est très important ce que tu as dit parce qu'en fait, pour reprendre un petit peu, je ne veux pas monopoliser la parole juste 3 minutes parce qu'en fait, à La Réunion, on a eu exactement la même chose. Je pense qu'il y a l'Europe ou les États-Unis, avec les normes, est en avance par rapport à l'Afrique. Et nous, à La Réunion, on a eu le même problème. Il y a eu beaucoup de normes HRE, des normes, les réglementations sont basées sur des exigences de performance, avec des outils maintenant très détaillés, des outils de modélisation. Et il faut vraiment comprendre qu'il y a vraiment un gap entre ce qui se passe à la situation de l'Afrique, avec peu de, tu l'as dit Lorenzo, peu de réglementation en place. Donc c'est savoir s'il faut aller vers une réglementation performantielle ou s'il faut aller vers une réglementation très simplifiée avec des prescriptions simples qui seront comprises à la fois par les politiques et à la fois par les prescripteurs, les architectes. À La Réunion, c'est exactement ce qui s'est passé. Nous n'avions pas de réglementation et la réglementation à La Réunion n'est pas du tout pareille qu'à la réglementation en France. C'est une réglementation de prescription. C'est des exigences en fait de prescription. C'est-à-dire que voilà, on n'exige aucune performance. On est en climat tropical, en climat chaud. Quand on a du logement social, la consommation d'un logement social à La Réunion en climat tropical n'a rien à voir avec la consommation de logement social en métropole où il faut chauffer en France. Donc, en fait, c'est une approche de confort, ce n'est pas une approche de consommation. C'est pour ça qu'il faut. Et donc, la réglementation à La Réunion est basée sur des prescriptions pour la ventilation. On dit voilà combien d'ouvertures il faut avoir en pourcentage, combien d'isolation il faut avoir, combien de protection solaire, mais des choses très simples. Et je crois que ça rejoint ce que tu dis, Vincent. Il faut vraiment que les réglementations dans les pays d'Afrique soient des réglementations de prescription et pas des réglementations de performance. Voilà.
juste mon aparté pour dire que je suis entièrement en phase. Et je vois Lorenzo qui hoche la tête aussi. Peut-être c'est aussi le cas en Europe. On a créé peut-être une chose un peu trop compliquée à gérer. Et donc, il y a des principes de physique de base. Donc, on verra. Mais c'est bien d'avoir désigné ces deux différentes approches. Et Je vais peut-être demander à Ernest ou Ilias de témoigner de leur expérience aussi. Si l'un de vous deux, vous voulez prendre la parole, peut-être Ilias, la situation au Maroc. Bonjour, oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation au webinaire. Est-ce que vous arrivez à m'entendre bien? Oui. Ok. Donc, pour notre cas, c'est un peu un mix. Nous avons opté pour une approche à la fois prescriptive et performantielle. Comment? C'est qu'on a dit que l'approche prescriptive est obligatoire si le TGBV est inférieur à 45%, ça veut dire le taux global des baies vitrées, ce qui fait la majorité des bâtiments. Et si le TGBV est supérieur à 45%, ça veut dire des bâtiments qui ont un taux global de baies vitrées très élevé, là, on doit adopter l'approche performantielle. Donc, la réglementation thermique au Maroc, elle date de 2015, c'est la première version. Elle s'appelle le Règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions. Et elle vise bien sûr à réduire les besoins en chauffage et climatisation, améliorer le confort thermique et participer à la baisse de la facture énergétique nationale et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme je viens d'expliquer, elle adopte deux approches différentes. L'approche prescriptive, si le TGBV est inférieur à 45%, là, donc, dans cette approche, on fixe des spécifications techniques limites acceptables pour l'enveloppe, pour les parois, pour les fenêtres, pour le facteur solaire et tout. Donc, les spécifications techniques sont par rapport à chaque façade et par rapport à chaque zone climatique. Parce que nous, au Maroc, on a un climat un peu différent. Donc, le nord du Maroc, il ne ressemble pas au sud du Maroc et l'est, un peu, il ne ressemble pas à la zone au milieu. Donc, il y a 6 zones climatiques différentes et pour chaque zone climatique, il y a des prescriptions propres à cette zone climatique. Donc, par exemple, on peut avoir une zone où il n'est pas nécessaire d'isoler la paroi, par exemple, la paroi sud. Et dans une autre zone, il est nécessaire d'isoler parce que cette zone, il fait froid plus que l'autre zone. Donc ça pour l'approche prescriptive. Et pour l'approche performantielle, comme j'ai dit, elle est obligatoire à partir d'un taux global de vitrée supérieur à 45%. Et elle consiste à fixer des spécifications techniques minimales en termes de performance thermique du bâtiment, ça veut dire les besoins en chauffage et climatisation. Et maintenant, la réglementation thermique au Maroc, elle fait à peu près 6 ans depuis qu'elle est appliquée. Donc maintenant, on est en train de penser comment réviser cette réglementation parce que c'est vrai qu'elle était une première version, c'est la première version, donc on s'est rendu compte qu'il manquait des choses. Par exemple, la ventilation, cette réglementation n'inclut pas des spécifications ou des recommandations concernant la ventilation. Elle n'inclut pas aussi les ponts thermiques. Donc, il y a beaucoup de points à améliorer. Donc, en 2023-2024, on va travailler sur la révision de cette réglementation. Donc, ça, c'était pour la réglementation thermique, mais puisque notre projet parle de l'approche bioclimatique et des matériaux locaux, donc j'ai choisi aussi de vous parler un peu de 2 actions qui sont en relation avec les matériaux locaux. Je vais parler brièvement de ces 2 actions. La première, c'est que l'année prochaine, on va faire une étude pour élaborer un règlement de dimensionnement des constructions en terre. Comme vous savez, au Maroc, surtout dans le monde rural, on a beaucoup de gens qui construisent en terre, mais il y a un manque de règlements et de règles de dimensionnement
qui encadre ce mode de construction, ce qui fait que cette construction n'est pas assez répandue, n'est pas assez réglementée et, par exemple, les bureaux d'études ou les bureaux de contrôle ou les professionnels n'interviennent pas dans le processus dans ces processus de construction. Donc, on a pensé à élaborer un règlement de dimensionnement des constructions en terre pour encourager ce mode de construction. Ce règlement, donc, il visera à fixer des méthodes et règles de calcul des structures porteuses des constructions en terre et aussi déterminer les critères de dimensionnement et de justification des sections résultantes des éléments de structure en terre, de mettre en place des techniques de suivi, de contrôle et de réception des travaux assurant le bon comportement des bâtiments, des bâtis en terre, et établir des méthodes de réception et des essais essentiels. La deuxième action, c'est la mise en place de référentiels dédiés aux techniques d'intervention dans le patrimoine bâti. Comme vous savez, le Maroc compte 5 médinas. Au Maroc, je pense qu'en Europe, on se réfère à ce terme par le mot vieille ville. C'est ça, vieille ville, old city. Donc, au Maroc, on appelle ça les médinas. Et dans ces médinas, il y a beaucoup de bâtiments traditionnels, un patrimoine bâti traditionnel et historique avec des matériaux locaux et traditionnels et un certain savoir-faire en termes de mise en œuvre de ces matériaux. Sauf que aussi, c'est très peu documenté, c'est surtout des savoir-faire qui sont transmis de génération à génération, mais il n'y a pas vraiment des guides, des méthodes, des procédés, des normes. Donc c'est pour ça qu'on a signé une convention de partenariat avec l'Institut marocain de normalisation, c'est l'IMANOR, c'est l'équivalent un peu de l'AFNOR en France, c'est l'institut qui se charge de la normalisation, de l'activité de normalisation. Et cette convention a pour objectif de disposer de référentiels méthodologiques communs accessibles à tous pour les procédures d'intervention, des méthodes d'essai et d'analyse scientifique fondées sur les pratiques nationales et internationales et le savoir-faire des professionnels qui agissent sur ces matériaux traditionnels et matériaux locaux dans les bâtiments traditionnels, et aussi élaborer des projets de normes et des documents normatifs relatifs aux techniques et matériaux de construction traditionnels pour un peu documenter ce savoir-faire des artisans et aussi mettre à la disposition des professionnels et des institutionnels concernés par les travaux de restauration des outils normatifs pratiques afin d'encadrer et d'améliorer l'intervention dans le patrimoine bâti et de garantir la qualité et l'authenticité de l'opération technique. Donc voilà, j'ai essayé de parler de 3 actions phares, la réglementation thermique et 2 actions qui se réfèrent ou qui ont un lien avec les matériaux locaux et matériaux traditionnels. Peut-être que oui, je veux parler un peu d'un label qu'on est en train de développer. C'est un label national qui s'appelle Eco-Binayat. Donc, c'est un label dédié à la performance énergétique des logements. On l'a développé en partenariat avec l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique pour être un outil de certification de la qualité énergétique des bâtiments résidentiels au Maroc. Donc, nous travaillons actuellement sur le mode de gouvernance et sur le schéma de certification. Et bien sûr, ça va être un label volontaire qui comprend des dispositions optionnelles et des dispositions d'application obligatoires. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations concernant le Maroc. Très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai que la réglementation, c'est une chose, mais une réglementation, c'est la voiture balai. C'est le niveau minimum en dessous de duquel il ne faut pas descendre. Donc déjà, quand un pays a une réglementation, c'est bien. Mais après, les différentes réglementations, lorsqu'elles évoluent, ce sont les labels qui permettent aux réglementations d'évoluer dans le bon sens. Donc, c'est de très bonnes informations. N'oubliez pas, je m'adresse donc aux auditeurs, c'est que Camilla l'a dit, vous pouvez poser des questions sur le chat et on essaiera avec les collègues du panel de répondre aux questions. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions sur le chat. Je vais m'adresser aussi à Ernest. Donc maintenant, Ernest, pour la situation au Sénégal. Ernest, est-ce que tu nous entends?
Oui, je vous entends très bien. Merci beaucoup, François. Voilà, Merci, si tu peux nous donner quelques informations sur la situation au Sénégal. merci beaucoup. J'ai préféré fermer ma caméra pour avoir un réseau meilleur. En tout cas, je pense que vous m'entendez très bien. Merci à Lorenzo pour sa présentation introductive. Je pense qu'il a montré la complexité de la chose. Et surtout, je pense que ça montre que vraiment la chose est complexe. Et quand on regarde ce qui se passe à travers les mondes qui sont plus avancés que nos pays aujourd'hui, et les questions sur lesquelles ils butent. La deuxième chose, c'est que c'est le langage. Je pense que souvent, quand on parle, on discute avec les gens, on se rend compte qu'il est nécessaire absolument qu'on parle le même langage et savoir de quoi on parle. Quand on parle de l'énergie, quand on parle de bâtiment, de réglementation dans le bâtiment. En tout cas, au niveau du Sénégal, je pense que ça fait depuis très longtemps, on a essayé, on a tenté de mettre en place une réglementation qui adresse les questions de l'énergie dans le bâtiment. Il y avait un projet, un grand projet qui était financé depuis les années 1996 pour le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui parlait qui s'appelait qui a essayé de mettre en place un code sur l'énergie dans le bâtiment, etc. Ça n'a pas pu aboutir jusqu'à ce qu'on voulait. À la suite de ce projet, il y avait un deuxième projet qui était le PNEPTIFA qui a essayé aussi de mettre en place une réglementation énergétique thermique au niveau du bâtiment. Et à travers ce projet, on a essayé de faire un certain nombre de choses pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment y aller dans le cadre d'une réglementation thermique au niveau du bâtiment. C'est pourquoi, après avoir regardé, fait du benchmarking à travers le monde, on a essayé d'interroger un certain nombre d'acteurs du bâtiment pour savoir qu'est-ce qu'ils comprennent quand on parle de réglementation de code énergétique dans le bâtiment, qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent comme approche, parce que vous avez parlé de deux approches essentielles aujourd'hui, une approche prescriptive ou une approche performantielle. Qu'est-ce qu'ils accepteraient par rapport à chacune de ces approches. Et au bout du compte, je pense avec l'aide du programme Efficacité énergétique dans le bâtiment, on a essayé de comprendre d'abord ce qui se passe dans le secteur de l'énergie en termes de consommation d'énergie par le bâtiment, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau grande entreprise, résidentielle, les particuliers, etc. Le deuxième élément que nous avons essayé de comprendre, le bâtiment au Sénégal. Comment on construit, comment on a construit dans le passé, et comment on construit maintenant, et quelles sont les conséquences de chacune de ces pratiques constructives. Et ça nous a abouti à adopter une première chose, c'est qu'au départ, on parlait toujours de réglementation thermique dans le bâtiment, et on s'est rendu compte, en menant ces différentes études, qu'il y a une question essentielle qu'on a toujours oubliée dans le bâtiment ou négligée dans le bâtiment, et même dans des codes qu'on a vus à travers le monde en Afrique ou en Europe, c'est la question de l'énergie grise et l'impact du bâtiment. Et c'est pourquoi on est passé de la notion de code ou réglementation thermique à la notion de réglementation énergétique et environnementale, pour essayer de prendre en compte. Donc aujourd'hui, au Sénégal, c'est sur cette dynamique que nous nous sommes prescrits. Et après avoir fait un certain nombre d'études, on est arrivé à deux conclusions, à deux recommandations essentielles. La première recommandation porte sur quel secteur il faut en priorité réglementer. Par ordre de priorité, nous avons dit qu'il y a le secteur des grandes entreprises. Il y a le secteur public, les acteurs publics comme l'État, parce qu'un des plus grands constructeurs, c'est l'État. Troisième secteur, c'est les petites et moyennes entreprises. Et quatrième secteur, enfin, c'est les particuliers. Donc, par ordre de priorité de réglementation, ce sont les 4 secteurs que nous avons recommandé de pouvoir réguler. Deuxième recommandation, c'est-à-dire par rapport au type de réglementation, c'est-à-dire quel type d'exigence
et de contrôle il fallait faire. Est-ce que on est arrivé à la conclusion suivante que, par exemple, pour le grand tertiaire, on peut penser à une approche prescriptive et performantielle en les mixant, et ou performantielle. On n'a pas encore pris une position définitive sur ça. Pour les petites, le public et les petits tertiaires, peut-être aller vers une réglementation prescriptive. Et enfin, pour le résidentiel, essayer de faire une réglementation prescriptive, mais uniquement incitative dans un premier temps. C'est-à-dire, au lieu de dire une réglementation prescriptive qui est obligatoire tout de suite, qui incite les gens à faire mieux. Et je pense qu'il y a une approche que nous avons pensée. Alors de cette approche réglementation qui sera progressive en fonction, progressive dans le temps, essayer de voir comment avoir une espèce de label, entre guillemets sénégalais, qui puisse encourager les petits particuliers, qui sont le plus grand nombre malheureusement, à améliorer la manière de construire et de consommer l'énergie dans le bâtiment jusqu'à présent, en étant étape par étape progressive. Et je pense que c'est ça que nous avons essayé de réfléchir et que nous avons consigné dans le cadre d'une feuille de route pour arriver à une réglementation énergétique et environnementale dans le bâtiment. Et dans cette feuille de route aussi, bien sûr, nous incluons, comme ce que dit notre collègue du Maroc, la problématique, la solution par les matériaux biosourcés. Parce que nous pensons que la question de la promotion ou bien la question pour résoudre les questions énergétiques dans le bâtiment, il ne s'agira pas simplement de passer en s'appuyant sur une réglementation qui s'adresse à la conception du bâtiment, mais aussi les matériaux qui servent à construire le bâtiment. Je pense que c'est des aspects qui sont extrêmement importants et qui nous permettent de prendre en compte d'autres problématiques liées au changement climatique. Voici un peu ce que nous sommes en train de faire et qui n'exclut pas, bien sûr, à travers certaines initiatives prises dans le cadre par le ministère, par exemple, de l'énergie, à travers les différentes agences comme l'Agence de l'économie et de l'économie d'énergie, de prendre un certain nombre de réglementations. Comme aujourd'hui, au Sénégal, il est absolument interdit l'utilisation des lampes à incandescence. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont prises pour permettre d'encourager l'utilisation des lampes à LED. Deuxième écran, des actions qui ont été menées aussi dans le cadre de l'éclairage public. Et enfin, il y a d'autres initiatives que Lorenzo a évoquées dans le cadre de ça, et qui est aujourd'hui une question nouvelle sur laquelle l'État est en train de réfléchir, des politiques incitatives qui s'adressent aussi bien pour promouvoir l'utilisation des matériaux biosourcés, mais aussi promouvoir les questions de l'économie d'énergie ou bien la promotion même de l'habitat bioclimatique par des incitations, par des exonérations de taxes, par des dispositions réglementaires qui encouragent l'utilisation des matériaux locaux comme biosourcés. En tout cas, voici un certain nombre d'initiatives qui sont prises au Sénégal. Par contre, contrairement à ce qui se passe, par exemple, au Maroc ou au Tunisie, qui sont un pays africain qui sont assez avancés dans la mise en place d'une réglementation, nous n'avons pas encore une réglementation proprement dite qui adresse les questions énergétiques et environnementales pour le bâtiment. Voilà, au niveau du Sénégal, un peu la situation que nous avons. Peut-être avec les questions des uns et des autres, je peux revenir sur un certain nombre de faits. Mais pour conclure, en tout cas, moi, je pense que la présentation de Lorenzo a mis le doigt sur un certain nombre de choses. Il faut qu'on sache de quoi on parle quand on parle de bioclimatisme, de l'énergie dans le bâtiment, etc., pour parler le même langage et qu'est-ce qu'on doit faire de mieux. Une autre qui est assez importante aussi, nous pensons qu'une réglementation dans le bâtiment énergétique, environnemental, dans le bâtiment doit être une réglementation qui va étape par étape. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous ne connaissons pas encore suffisamment. Je vous remercie. Vincent, François, je n'entends pas. Je ne t'entends pas.
Je te remercie Ernest pour ton intervention et je remercie l'ensemble des personnes qui ont Ilias, Vincent, pour avoir partagé leur expérience dans leur pays respectifs. Et c'est vrai que je vois, je regardais le chat en parallèle, je vois Régis Meyer qui faisait le commentaire, c'est que est-ce qu'on fait une réglementation performantielle ou une réglementation avec des prescriptions? L'idée peut-être c'est de faire un peu des deux, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de la typologie de bâtiment, peut-être de la réglementation performantielle et prescriptive, peut-être, c'est pas antinomique, on peut faire les deux. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Régis Meyer. Si je reprends l'exemple qu'on a fait à La Réunion, quand les logements sont simples, dans les logements sociaux, dans le secteur du logement, en climat chaud et tropical, je pense qu'une réglementation de prescription, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire une réglementation performantielle. Par contre, en fait, lorsqu'on a des grands centres commerciaux, lorsqu'on a des immeubles de bureaux qui sont climatisés, des bâtiments où la climatisation intervient, là, on peut à la fois avoir une réglementation à la fois performantielle et prescriptive. Prescriptive parce qu'en fait, on s'assure que l'enveloppe est bien protégée. Performantielle parce qu'on peut définir des exigences de seuil minimaux au-delà duquel le bâtiment ne peut pas dépasser. Donc, je pense que les deux sont tout à fait complémentaires et je suis d'accord avec Régis. Je vois aussi Mansour qui dit qu'il y a une directive de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui est en application dans les États membres. Donc, alors, je ne sais pas si c'est une directive qui touche une réglementation portant sur l'enveloppe des bâtiments. C'est ça, Mansour? Je ne sais pas si j'ai bien compris. En tout cas, il y a un document, en fait, sur un certain nombre d'États africains qui est... Je ne sais pas si... sur l'UMOA et une directive de la CEDEAO aussi, qui traite des questions de l'efficacité énergétique dans le bâtiment. Tout à fait. Et la directive de l'UMOA, le Sénégal a fortement travaillé là-dessus sur les derniers mois passés pour essayer de la transposer dans sa réglementation, dans sa législation nationale. Par contre, sur une question sur laquelle je voudrais revenir, c'est la question qui se pose et qu'il faut, je pense, pas oublier, c'est que quand on parle de réglementation, que ce soit prescriptive ou thermique, à quoi il faut penser au contrôle. Comment il faut la contrôler. Et oui. Il faut la contrôler. Et je pense là aussi, c'est des questions importantes qu'il ne faut pas occulter avant de se lancer dans une réglementation, qu'elle soit prescriptive ou performantielle. Entièrement d'accord avec toi, Ernest, parce qu'à La Réunion, il a fallu former tous les services techniques des mairies, parce qu'en fait, quand il y a un permis de construire qui est déposé, le permis de construire est analysé à l'échelle des villes, et donc il faut que dans les services techniques des villes, les personnes soient formées. Et donc il y a un gros travail de formation, effectivement, à la réglementation. Et je suis entièrement d'accord avec toi qu'il faut derrière pouvoir faire le contrôle. Ouais. Et ça, c'est pas une mince affaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? N'hésitez pas. Je crois qu'on arrive à peu près au terme de ce webinaire, donc encore peut-être quelques questions. Vous pouvez le faire dans le chat. Voilà. Non, pas d'autres questions. Oui. Oui. C'est Camilla? Oui, oui. Je pense que c'est déjà l'heure de fermer ce webinaire. Mais on a fait un recording. Bientôt, ça sera disponible au website. Oui. Oui. Et comme l'a demandé un participant, les documents seront disponibles sur le site de ABC21. Vous avez l'adresse dans le chat, donc le recording du webinaire sera disponible, ainsi que les transparents qui ont été présentés par le professeur Lorenzo Pagliano. Voilà, donc il me reste, je vais clôturer donc ce webinaire. Je remercie infiniment Lorenzo pour sa présentation. Ernest, Iliès, Vincent pour leurs interventions judicieuses et qui nous ont permis de
de partager la situation dans leur pays. Merci à vous trois, merci à vous quatre donc. Merci aux auditeurs d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a apporté quelques informations sur la situation en Afrique. Et puis, écoutez, à très bientôt. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci à tous. À tous les intervenants et à d'autres initiatives qu'on va prendre dans la même direction et aussi la conférence finale en mai. Au revoir. Merci. Au revoir. Tout le monde. Merci. Merci. Au Merci, au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.